si nombreux donc pour ce colloque. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs, Jean Maher, premier chef, et toute son équipe, toutes celles et ceux qui nous permettent ce matin de pouvoir travailler, de pouvoir réfléchir sur un sujet éminemment important et essentiel ce matin et cet après-midi. Je voudrais m'excuser auprès de chacune et chacun d'entre vous parce que vous avez pu constater que les mesures de sécurité à l'Assemblée nationale avaient été singulièrement renforcées depuis quelques mois, ce qui est somme toute assez légitime. Mais parfois, pour ne rien vous cacher, je dirais que c'est presque un peu excessif. Et donc, je sais qu'il y a, c'est pour ça que je suis arrivé en partie en retard pour permettre à certaines personnes de pouvoir malgré tout rentrer, et puis surtout pouvoir faire de telle sorte qu'il y ait quelques personnes supplémentaires hors contingent, si je puis m'exprimer, qui puissent rentrer, ce qui explique en partie mon retard. Je voudrais saluer l'ensemble des intervenants, plus particulièrement ceux venant de l'étranger, d'Égypte, pays cher à mon cœur, puisque je suis président du groupe d'amitié France-Égypte à l'Assemblée nationale, et donc très lié à ce pays qui est un pays qui joue un rôle, du reste, particulièrement important et essentiel par rapport à la stabilité, j'allais dire, de cette partie du monde, parce que tout un chacun peut d'ores et déjà imaginer le pire si l'Égypte avait basculé dans le chaos, comme la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen ont basculé dans le chaos. Et je crois que, assurément, pour cette partie du monde, parce que l'Égypte est au confluent de trois enjeux majeurs, c'est-à-dire les enjeux relatifs au monde arabo-musulman, les enjeux relatifs à l'Afrique et les enjeux relatifs à la Méditerranée. Et ne serait-ce que pour ces trois raisons, il m'apparaît tout à fait essentiel et fondamental que ce pays puisse donc retrouver et garder donc, un certain nombre d'éléments de stabilité. Je voulais aussi vous dire que c'est un peu symbolique que de se retrouver ici au sein de l'Assemblée nationale. Parce que c'était la nuit du 26 août 1789 quand, pour la première fois, j'allais dire au monde, l'Assemblée d'un pays a délibéré sur un texte qui avait une vocation non pas nationale mais universaliste. C'est la première déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui a été votée ici. Et quand je dis ici, ce n'était pas dans ce lieu précisément, puisque l'Assemblée nationale, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un lieu, mais c'est un rassemblement d'individus, donc le rassemblement des représentants donc, du peuple français. Et somme toute que de se retrouver ici pour parler des questions relatives donc, à la déradicalisation, mais aussi au dialogue entre les peuples, entre les cultures, entre les religions, j'allais dire, n'est pas quelque chose d'incongru, au contraire. Et je crois que c'est un élément tout à fait symbolique, et c'est pour cela que j'ai grand plaisir, j'allais dire, à vous accueillir pour ce colloque. Alors, je voudrais vous dire que je vais parler de ces questions avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis pas un spécialiste de ces thématiques. D'autres le sont assurément dans cette maison beaucoup plus que moi. Je suis secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, donc beaucoup plus impliqué dans les questions, j'allais dire, de défense que de sécurité intérieure, même si, du reste, aujourd'hui, au nom de ce qu'on appelle le continuum défense-sécurité, il apparaît, j'allais dire, particulièrement important et essentiel d'avoir une vision, une approche globale, j'allais dire, des problèmes, et que, en tout état de cause par rapport donc, à notre adversaire, aujourd'hui, qui est cet islamisme radical incarné par ce monstre qui est Daesh,
et bien avec cette nécessité d'avoir une action et une politique tout à fait coordonnée en la matière, avec une action au travers de ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, que mènent, j'allais dire, avec courage, force et détermination, j'allais dire, nos forces françaises, parce que la France est quand même un des pays, peut-être, j'allais dire, excusez-moi, mais par rapport à d'autres partenaires venant d'autres pays européens, mais aujourd'hui le seul pays européen à prendre ses responsabilités dans les affaires du monde par rapport à cela et assumer en tout état de cause sa position singulière de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui nous donne un certain nombre de droits, mais aussi un certain nombre de devoirs vis-à-vis de la communauté internationale et notamment, j'allais dire, par rapport à cette question de lutte contre le terrorisme qui est un enjeu majeur et essentiel. Il est clair que les questions relatives à la sécurité sont une des préoccupations majeures de nos concitoyens aujourd'hui. Parce que finalement, quand on nous annonçait de terribles attentats, et chacun sait, parler de l'Égypte, mais en Irak, en Syrie, je veux dire un petit peu partout, en Turquie ou un petit peu partout dans le monde, quand j'allais dire au journal télévisé, on vous annonce un attentat avec quelques dizaines de morts, je veux dire, voilà, ça passe, une information chasse l'autre, ne se sent pas directement comme ça. Mais suite aux attentats de 2015, du mois de janvier et du mois de novembre, j'allais dire, c'est un traumatisme qu'a connu au plus profond de lui-même notre pays, une prise de conscience, par rapport au fait que nous étions engagés dans un combat qui était un combat total, durable, et qui se passait là-bas, mais aussi ici. Et avec cet enjeu spécifique lié au fait que, notamment par rapport à tous ces attentats que notre pays a commis, ils ont été commis par des jeunes Français, pour la plupart, certains ayant la double nationalité, pas tous, et qui, en fait, de la manière la plus lâche qui soit, ont retourné, si je puis m'exprimer ainsi, leurs armes contre leur pays d'origine, contre, j'allais dire, la civilisation, les valeurs, les concepts, les idées que nous représentons et que nous défendons à bien des égards. Et que par rapport à cela, ceci doit nous interpeller sur les processus qui ont fait que des individus qui, pour la plupart d'entre eux, avaient l'apparence de la normalité, se transforment en un temps plus ou moins court, en véritables monstres, c'est-à-dire avec cette capacité qu'ils se sont octroyés de pouvoir enlever la vie à un certain nombre d'autres personnes, voilà, de par eux-mêmes, au hasard du reste, et avec tout ce que cela comporte d'inhumanité, j'allais dire, parce qu'un acte terroriste, ici comme ailleurs, est un acte d'inhumanité à bien des points. Alors, par rapport à cela, mon intime conviction, c'est que au regard de cet ennemi de l'intérieur, eh bien, il est important que la société puisse se doter de moyens, j'allais dire, de connaissances, d'anticipation, pour faire de telle sorte qu'on puisse connaître la situation, qu'on puisse analyser, et c'est un peu ce qui va être fait certainement aujourd'hui, un certain nombre de raisons qui font que des individus basculent, je veux dire, parfois d'un cadre, je veux dire, très éloigné de la religion, vers un cadre, j'allais dire, plus strict de foi religieuse, et puis ensuite, certaines d'entre eux qui basculent donc, dans la radicalisation, et puis dans le terrorisme et dans la violence. Pour faire face à cela, il me paraît normal et légitime que les sociétés démocratiques donc, se dotent d'un certain nombre d'outils, y compris sur un plan juridique, pour pouvoir faire face
c'est pour cela que, en ce qui me concerne, j'ai toujours défendu un certain nombre d'idées, de principes. Tout d'abord, celui d'unité de l'Union nationale. C'est-à-dire que je crois que ces questions devraient autant que possible essayer d'être en dehors du champ du jeu, si ce n'est politique, tout au moins politicien, parce que ça me paraît être un point important. C'est pour cela que sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, j'ai fait partie dans ceux de ma famille centriste, qui ont plaidé pour que nous puissions aller vers un cadre le plus unanime possible sur l'ensemble de ces questions et essayer de faire de telle sorte que le fait pour la démocratie de se doter d'outils à un moment donné qui sont des outils un peu exceptionnels soit quelque chose de partagé par l'essentiel, j'allais dire, de la représentation politique nationale. Donc, c'est important parce que nous sommes face à un conflit qui est un conflit d'un genre nouveau, parce que totalement asymétrique, avec un adversaire qui ne respecte aucune des règles et aucune des conventions internationales, puisque le propre de la guerre était d'être codifié. Voilà, il y a un droit de la guerre, mais qui, jusqu'à présent, était lié au regard du fait que c'était deux pays qui se faisaient la guerre et en fonction de règles, mais qui depuis tout temps ont toujours été codifiées. Et si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, avec l'Église qui jouait un rôle, je veux dire, par rapport à la codification des règles de la guerre, y compris des trêves et de tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma qui est totalement différent, avec un adversaire qui ne nous reconnaît pas, qui ne reconnaît aucune règle, et avec tout ce que cela représente, et donc ce qui est le propre d'un conflit asymétrique. Si nous en arrivons dans cette situation, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'individus qui, à un moment donné, comme on l'a dit, basculent dans la radicalité avec tout ce que cela comporte. Je crois qu'il m'apparaît important et essentiel de réfléchir sur les processus qui entraînent ce phénomène de radicalisation, qui pour moi s'apparente à une démarche sectaire. C'est-à-dire que je crois que tous ceux qui rentrent dans ce processus-là, c'est un petit peu comme ceux qui rentrent dans des sectes. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont violentes vis-à-vis d'eux-mêmes. On a tous en mémoire l'histoire de la secte je crois que ça s'appelait les Temples du Soleil, où ils s'étaient, j'allais dire, auto-détruits, entre guillemets, au travers d'une macabre mise en scène. Là, c'est passé à un schéma autre, c'est-à-dire que c'est une volonté de s'auto-détruire soi, mais d'auto-détruire les autres, au nom, j'allais dire, non pas d'une religion, mais je crois d'une perversion d'une idée de religion, avec tout ce que cela comporte. Alors, au-delà de cela, je crois qu'il faut prendre conscience que tous les radicalisés ne sont pas violents et terroristes, heureusement, mais tous les terroristes se sont radicalisés. Et en fonction de ces éléments, il appartient, j'allais dire, au pouvoir public d'essayer de prendre conscience, j'allais dire, de la nature de ces enjeux et de ces problèmes. Et l'État a réagi, j'allais dire, par rapport à cela, je l'ai dit tout à l'heure, au travers de se doter de moyens juridiques et d'un état d'exception à certains égards, mais aussi par le biais d'avoir des outils qui lui permettent donc de pouvoir mieux lutter contre cette radicalisation. Moi, je ne vais pas, puisque je vous ai dit au départ, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, donc je ne vais pas vous dire ce qui est fait est bien, ce qui est fait n'est pas bien, ou il faudrait faire ceci ou cela. Je vais simplement, devant vous,
poser un certain nombre de questions qui seront aussi des éléments complémentaires à ce débat, parce que je n'ai assurément